Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple café renversé me lierait à l'un des hommes les plus riches du monde. Pendant 3 ans, il a caché son identité tout en tombant profondément amoureux de moi. J'étais juste une écrivaine en difficulté, totalement inconsciente que mon ami ordinaire valait des milliards. Restez avec moi pour découvrir comment j'ai involontairement conquis le cœur d'un milliardaire, et le moment choquant où j'ai enfin appris la vérité. C'était un mardi matin de septembre, un de ces jours où la chaleur de l'été persiste encore, mais où l'air commence à sentir l'automne. Je m'en souviens parfaitement, car j'avais passé la nuit entière à terminer un manuscrit que mon agent me réclamait depuis des semaines. J'avais les yeux lourds, mes cheveux relevés en un chignon décoiffé, et je portais mon sweatshirt oversized de NYU avec un legging. Pas vraiment mon look le plus glamour. Le café à l'angle de la 5e avenue et Madison était mon sanctuaire. Les baristas connaissaient ma commande par cœur. Un americano double shot avec un peu de crème. Dans mon état de zombie habituel, je fouillais dans mon sac à la recherche de mon portefeuille quand quelqu'un me heurta par derrière. Tout se passa au ralenti. Mon café bascula en avant, éclaboussant la chemise blanche impeccable de l'homme devant moi. « Oh mon Dieu, je suis désolé !» m'exclamai-je en attrapant frénétiquement des serviettes. L'homme, grand, avec des yeux bienveillants et un sourire doux, éclata de rire. Ma première impression de James ne fut ni la colère ni la frustration, mais une vraie amusement face à la situation. « Ne vous inquiétez pas, » dit-il en tamponnant sa chemise. J'ai connu pire comme début de journée. Sa voix était profonde mais douce, avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. Il dégageait quelque chose d'immédiatement rassurant. Il n'avait rien d'intimidant malgré sa taille et sa silhouette athlétique. Ses vêtements étaient simples. Un jean, cette chemise désormais tachée, et une montre qui avait l'air chère sans être ostentatoire. « Laissez-moi au moins vous offrir un autre café », insista-t-il après que j'ai proposé de payer le pressing. Nous avons fini par partager une table près de la fenêtre. James remarqua la pile de feuilles qui dépassait de mon sac, mon manuscrit, et avant même que je m'en rende compte, je lui déversai mon cœur sur mes galères d'écrivaine. Les refus, les petites victoires. Il écoutait avec une attention rare, posant des questions pertinentes qui me donnaient l'impression que mes mots avaient de l'importance. Ce qui me frappa le plus, c'était sa présence. Pas de regard furtif sur son téléphone, pas d'air distrait. Juste une écoute sincère. Quand je réalisai enfin que je parlais sans arrêt depuis presque 1 heure, je me rendis compte que je ne lui avais presque rien demandé. « Et vous, James, que faites-vous dans la vie ?» demandai-je. Il me sourit, ce sourire énigmatique qui deviendrait si familier. « Je résous des problèmes pour des entreprises », répondit-il vaguement. Rien d'aussi créatif que d'écrire des romans. J'essayais d'en savoir plus, mais il détourna habilement la conversation, me renvoyant toujours à mes propres histoires. Avant de partir, il me demanda mon numéro. « J'aimerais savoir comment votre histoire se termine », dit-il. Quand je lui proposais de s'ajouter sur Instagram ou Twitter pour rester en contact, il rit doucement. « Je ne suis pas très réseaux sociaux, trop occupé à vivre la vie plutôt qu'à la documenter. » Il me tendit une simple carte de visite où ne figuraient que son prénom et un numéro de téléphone. En le regardant s'éloigner, je n'avais aucune idée que cet homme en chemise tachée, qui m'avait écouté avec tant d'attention, allait changer ma vie à jamais. Je pensais juste avoir trouvé un nouvel ami. Quelqu'un de gentil, attentionné et mystérieusement rafraîchissant dans un monde où tout le monde partageait trop. Avec le recul, j'aurais dû remarquer la façon dont les baristas le traitaient avec un respect inhabituel, ou comment il laissa un billet de $100 dans le pot à pourboire sans hésitation. Mais comme on dit, l'évidence n'apparaît qu'après coup. 3 jours après cette rencontre, James m'envoya un message. Curieux de savoir ce qui se passe au chapitre 12. Café demain ? Court et direct. J'allais vite apprendre que c'était son style. Ce qui avait commencé comme une simple rencontre devint peu à peu un rituel hebdomadaire. Toujours dans le même café d'angle. Ce qui rendait notre relation unique, c'était la simplicité. Dans une ville où tout le monde courait après le succès,
James semblait juste chercher une connexion authentique. Nous pouvions passer des heures à parler de tout, de littérature classique, de documentaires obscurs. Il me recommandait des livres qui correspondaient parfaitement à mes goûts, mais qui n'étaient jamais des best-sellers. Toujours des œuvres profondes d'auteurs méconnus ou étrangers. Comment trouvez-vous le temps de lire tout ça? Lui avais-je demandé un jour, intrigué. La plupart des professionnels que je connaissais à New York avaient à peine le temps de lire les gros titres des journaux. Je prends le temps pour ce qui compte, avait-il simplement répondu. Et je voyage beaucoup. Beaucoup de temps dans les avions. C'était l'un des rares indices qu'il laissait échapper sur sa vie. Qu'il voyageait fréquemment. Parfois, il disparaissait pendant 1 ou 2 semaines, avec seulement un bref message. Absent quelques jours. On se parle à mon retour. Aucune explication. Aucun post sur Instagram pour suivre ses déplacements. Notre amitié s'intensifia lorsqu'un jour, mon ordinateur portable rendit l'âme en pleine écriture. J'étais en larmes en arrivant au café, convaincu d'avoir perdu des semaines de travail. Sans hésiter, James passa un appel à un ami qui s'y connaissait en informatique. Le lendemain, un coursier sonna à ma porte. Mon ordinateur, entièrement réparé, avec tous mes fichiers intacts, accompagné d'un disque dur externe flambant neuf pour faire des sauvegardes. Quand j'ai essayé de le rembourser, il a balayé l'idée d'un revers de main. C'était un service entre amis. Ça ne m'a rien coûté. J'ai commencé à remarquer d'autres détails étranges. James ne semblait jamais préoccupé par l'argent, mais il ne le montrait pas non plus. Il portait toujours les mêmes vêtements sobres, mais de qualité. Il avait une connaissance impressionnante des tendances économiques mondiales et des nouvelles technologies, mais prétendait simplement beaucoup lire. Et surtout, il pouvait résoudre n'importe quel problème d'un simple coup de fil. Restaurant complet? Une table se libérait soudainement. Billets de spectacle épuisés? Il connaissait quelqu'un qui en avait en trop. Mais jamais il ne se vantait, jamais il ne donnait de nom. Je n'avais toujours pas compris à qui j'avais affaire. 6 mois après le début de notre amitié, je réalisais que je ne savais presque rien de concret sur lui. Pas de nom de famille, pas de lieu de travail, pas d'adresse. Pourtant, d'une certaine manière, j'avais l'impression de le connaître profondément. Son intégrité, sa bienveillance, son humour pince sans rire, sa passion pour les idées. Il savait tout de ma famille, de mon enfance à Détroit, de mes rêves de succès littéraire, de mes peines passées, tout en restant lui-même une énigme. « Tu es comme un personnage de roman », lui dis-je un jour. L'étranger mystérieux sans passé. Il rit, mais il y avait quelque chose de vulnérable dans son regard. Parfois, les gens s'attachent trop aux détails. Les titres, les adresses, les réussites. Ils oublient de voir la personne derrière. J'acceptais son mystère, car ce qui comptait était indéniable. James était devenu mon ami le plus proche, la personne en qui j'avais le plus confiance, le premier à qui je voulais annoncer une bonne nouvelle. Je ne savais pas encore que je tissais un lien profond avec quelqu'un dont la véritable existence m'aurait semblé totalement inaccessible. J'étais simplement reconnaissante pour son amitié, sans me douter que derrière sa façade soigneusement construite de simplicité se cachait un monde de privilèges et de pouvoir. Avec le recul, je peux identifier le moment exact où notre amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. Presque 1 an après notre rencontre, je reçus ma 5e lettre de refus pour mon manuscrit ce mois-là. J'étais dévasté. Plutôt que de le retrouver comme d'habitude dans notre café préféré, je lui envoyai un message pour annuler. Je n'avais pas envie de voir qui que ce soit. 20 minutes plus tard, on frappa à ma porte. J'ouvris et trouvai James debout, tenant un sac de plats à emporter de mon restaurant thaï préféré et un autre petit sac provenant de la librairie du quartier. Les mauvais jours sont ceux où on a le plus besoin de ses amis, dit-il simplement. Nous nous installâmes sur mon minuscule canapé usé, dans mon appartement encore plus exigu. Il n'essaya pas d'atténuer ma déception, ni de me servir de vaines platitudes sur la persévérance.
Il écouta simplement, tandis que je déversais toutes mes frustrations et mes doutes sur ma carrière d'écrivain. Lorsque je finis par me taire, il me tendit le sac de la librairie. À l'intérieur, un magnifique carnet en cuir avec mes initiales embossées sur la couverture. Tous les grands écrivains que j'ai lus tenaient un journal d'idées, expliqua-t-il. Même les jours où l'écriture ne vient pas, tu peux toujours noter des pensées ici. Pas de pression, pas de public, juste toi et tes mots. La délicatesse de ce cadeau faillit me briser. Il n'était pas extravagant, mais il était parfaitement en accord avec ce dont j'avais besoin. Voilà qui était James. Il ne jetait jamais de l'argent sur un problème. Il offrait une compréhension sincère. Après cette soirée, notre relation évolua. Nos rencontres au café s'étendirent en longues promenades à Central Park, en dîners improvisés, en visites de musées le week-end. James s'ouvrit davantage, bien que toujours avec mesure. Il me parla de la perte de ses parents alors qu'il était jeune, du fait qu'il avait été élevé par une grand-mère qui valorisait l'éducation par-dessus tout. Il partagea des souvenirs de ses années universitaires, sans jamais préciser dans quelle école il avait étudié. Il me raconta son premier échec en affaires avec une vulnérabilité qui me surprit. La plupart des gens ne voient que les réussites, me confia-t-il un jour. Ils n'entendent jamais parler des moments où je me suis complètement trompé, où j'étais persuadé d'avoir raison et où j'ai échoué de manière spectaculaire. Le jour de mon anniversaire, je l'invitai à une petite soirée chez mon amie Leila. Pour la première fois, il sembla nerveux, lui qui était toujours si maître de lui-même. « Tes amis ne m'aimeront peut-être pas », avoua-t-il alors que nous marchions vers l'appartement de Leila. « Pourquoi est-ce qu'ils ne t'aimeraient pas ?» ris-je. « Je ne suis pas toujours à l'aise en groupe. En tête-à-tête, c'est différent. » Mais mes amis l'adorèrent, bien sûr. Comment aurait-il pu en être autrement? Il posait des questions pertinentes, se souvenait de détails de leur vie que j'avais mentionnés en passant, et faisait en sorte que chacun se sente important. Plus tard, Leila m'attrapa dans la cuisine. « Ma fille, cet homme est amoureux de toi, » chuchota-t-elle. « James? Non, on est juste amis, » protestai-je, bien que quelque chose s'agite dans ma poitrine à ces mots. Personne ne regarde juste une amie comme il te regarde quand tu ne fais pas attention. Après cette nuit, je commençais à observer plus attentivement la façon dont sa main s'attardait parfois sur mon épaule. Comment il m'envoyait un message pour s'assurer que j'étais bien rentré. La manière dont il se souvenait du moindre détail de mes histoires. Je pris conscience que mes sentiments pour lui avaient évolué au-delà de l'amitié. Mais j'étais terrifié à l'idée de l'admettre. Un soir, après la projection d'un documentaire, nous marchions le long de l'Hudson au coucher du soleil. Nos mains se frôlèrent accidentellement, puis délibérément, jusqu'à ce que nos doigts s'entrelacent. Aucun de nous ne fit de commentaire. Nous continuâmes simplement à marcher, liés dans ce nouveau silence. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Maya, » dit-il enfin, sa voix chargée d'une émotion que je ne pouvais pas encore nommer. « Tu vois le monde avec une telle clarté et une telle profondeur. » Ce soir-là, au bord de la rivière, avec les lumières de la ville se reflétant sur l'eau, il m'embrassa pour la première fois. Doucement, comme s'il me laissait la possibilité de reculer. Mais je ne voulais pas reculer. C'était l'évolution la plus naturelle de notre relation, comme si nous avions toujours avancé vers ce moment. Ce que je ne savais pas alors, c'était que pendant que je tombais amoureuse de l'homme que je croyais être simplement James, le reste du monde le connaissait sous un tout autre nom, un nom gravé sur des immeubles, des portefeuilles d'investissement et la liste Forbes des individus les plus riches du monde. Cela arriva un soir d'automne, presque 3 ans après notre premier café renversé. James m'appela un mardi, sa voix étrangement formelle. « Il y a un gala caritatif ce samedi pour l'alphabétisation des enfants. Tu voudrais m'accompagner ?» demanda-t-il. En 3 ans d'amitié et plusieurs mois de relation, nous n'avions jamais assisté à un événement mondain ensemble. Nos rendez-vous étaient toujours intimes et discrets, des restaurants méconnus, des expositions d'art confidentielles, des soirées tranquilles chez moi. « Comme ton rencard, à un gala chic ?» demandai-je,
à la fois surprise et excitée. Oui, c'est important pour moi, dit-il avec une pointe d'inquiétude que je ne compris pas sur le moment. Mais quelque chose de formel. Je t'enverrai une voiture à 7 heures. Une voiture? James prenait toujours le métro. Mais trop excité par notre premier événement officiel, je ne posais pas plus de questions. Je passais les jours suivants en panique quant à ma tenue, finissant par maxer ma carte de crédit pour une robe longue vert émeraude, qui me donnait l'impression d'être sortie d'un magazine. Le samedi soir, une voiture noire élégante s'arrêta devant mon immeuble. Le chauffeur m'appela par mon prénom et ouvrit la porte, révélant James dans un smoking parfaitement taillé, plus beau que jamais. « Tu es absolument sublime », dit-il, son regard me parcourant avec une admiration qui fit s'évaporer ma nervosité. Alors que nous roulions, je remarquai que nous nous dirigions vers le quartier le plus exclusif de la ville. La voiture s'engagea dans l'allée circulaire du grand hôtel métropolitain, où un tapis rouge bordait l'entrée et où des photographes se pressèrent sur les marches. « James, murmurai-je, soudain envahi par l'anxiété, je crois que nous ne sommes pas à la bonne entrée. On dirait celle réservée aux célébrités. » Il prit ma main, son regard sérieux. « Maya, il y a quelque chose que je dois te dire avant qu'on entre. Je n'ai pas été totalement honnête sur certains aspects de ma vie. » Avant qu'il ne puisse continuer, la porte de la voiture s'ouvrit et un employé de l'hôtel nous accueillit. « Monsieur Reynolds, c'est un honneur de vous recevoir ce soir. » Reynolds? James ne m'avait jamais dit son nom de famille. Alors que nous sortions du véhicule, les flashs commencèrent à crépiter. Les photographes criaient « Monsieur Reynolds! Par ici, Monsieur Reynolds !» James posa sa main protectrice dans le creux de mon dos, me guidant à travers l'agitation avec une aisance maîtrisée. À l'intérieur, tout fut un tourbillon de lustres en cristal et de coupes de champagne. Des personnes imposantes, vêtues de tenues somptueuses, venaient à notre rencontre. Toutes semblaient connaître James et me jaugeaient avec curiosité. Ils se contentaient de me présenter simplement « Maya, ma cavalière ?» Mais leurs regards trahissaient leur surprise et leur intérêt. « James, que se passe-t-il » chuchotai-je dès que nous fûmes seuls. « Qui sont ces gens? Pourquoi te connaissent-ils ?»« Je vais tout expliquer » promit-il en serrant doucement ma main. Puis vint le moment qui changea tout. L'hôte du gala monta sur scène et tapota le micro. « Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir le fondateur et PDG de Reynolds Technologies, dont le généreux don de 22 millions de dollars permettra de construire des centres d'alphabétisation dans les communautés défavorisées à travers le pays. Veuillez accueillir chaleureusement James Reynolds. » La salle explosa en applaudissements. James m'embrassa sur la joue et s'avança vers la scène, tandis que je restais figé, sous le choc. James Reynolds. L.E. James Reynolds. Le génie de la technologie dont l'innovation avait révolutionné le stockage des énergies renouvelables. Le milliardaire philanthrope dont le nom et le visage figuraient dans les magazines économiques. Je me sentais comme dans un rêve, tandis qu'il prononçait un discours humble sur l'importance de l'éducation et de l'égalité des chances. Des valeurs qui résonnaient avec nos innombrables conversations. Mais ce n'était pas mon James qui parlait. C'était James Reynolds, l'un des hommes les plus riches du monde. Lorsqu'il revint à mes côtés, il trouva mon teint pâle et mon silence pesant. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je ne sais plus qui tu es. » La douleur dans ses yeux était sincère. « Je suis exactement la même personne que j'ai toujours été avec toi, Maya. C'est ce que j'essaie de te dire depuis 3 ans. » Durant le reste de la soirée, je l'observais sous un nouveau prisme alors qu'il évoluait dans ce monde de pouvoir et de privilèges. Un monde qu'il m'avait entièrement caché. Je me sentais trahi, confuse, dépassée. L'homme que je croyais connaître, mon James, simple et attentionné, amateur de plaisirs modestes et de conversations profondes, était en réalité James Reynolds, un homme dont la fortune comptait 9 zéros. Quand nous quittâmes le gala, mon esprit bourdonnait de questions. Alors que la voiture s'éloignait de l'hôtel,
Le poids de 3 années de demi-vérité pesait entre nous. Je me tournai vers lui, ma voix à peine stable. « Je crois que tu me dois une explication, » dis-je. La vraie, cette fois. La voiture nous conduisit jusqu'à un penthouse surplombant Central Park, son véritable chez lui, et non le modeste appartement, une chambre qu'il m'avait vaguement décrit. L'endroit était magnifique, mais étonnamment chaleureux, rempli de livres et d'œuvres d'art qui reflétaient le James que je connaissais, pas le PDG milliardaire que le monde voyait. « J'aurais dû te le dire plus tôt, » dit-il doucement en défaisant son nœud papillon dans le salon. « J'en ai eu envie tant de fois. » 3 ans, James. 3 ans d'amitié. Des mois de relation. Pourquoi avoir caché quelque chose d'aussi fondamental? Ma voix tremblait de douleur et d'incompréhension. Il me fit signe de m'asseoir, mais je restais debout, les bras croisés, me protégeant instinctivement. Le jour où on s'est rencontrés dans ce café, c'était la première interaction normale que j'avais eue depuis des années, commença-t-il. Tu m'as renversé du café dessus et tu m'as traité comme une personne lambda. Tu ne savais pas qui j'étais et c'était libérateur. Donc c'était une sorte d'expérience sociale? J'avais la nausée. Oh, non, jamais. Il passa une main nerveuse dans ses cheveux. Après le succès de ma première entreprise, tout a changé. Les gens voulaient quelque chose de moi, de l'argent, des contacts, du statut. Chaque relation devenait un échange. Les femmes sortaient avec le milliardaire, pas avec la personne. Alors j'ai commencé à cacher qui j'étais, juste pour voir qui se souciait vraiment de moi, et non de ce que je pouvais offrir. Et tu ne m'as jamais fait assez confiance pour me dire la vérité? La réalisation me blessa plus violemment que toutes les lettres de refus que j'avais reçues en tant qu'écrivaine. Ce n'était pas une question de confiance, insista-t-il. Au début, je me protégeais. Puis, je protégeais ce qu'on avait. J'avais peur que dès que tu saurais, tout change. Eh bien, félicitations, dis-je amèrement. Tout a changé. Je m'effondrais sur son canapé, soudainement épuisé. La robe magnifique dont j'étais si fier quelques heures plus tôt me semblait à présent n'être qu'un costume. J'avais été jeté dans une pièce de théâtre sans avoir lu le script en entier. Toutes ces fois où j'ai eu du mal à payer mon loyer, où je n'avais pas les moyens de réparer mon ordinateur, où j'ai dû prendre un job de serveuse en plus, ma voix se brisa. Tu m'as regardé galérer alors que tu aurais pu claquer des doigts et tout régler. Est-ce que tu l'aurais voulu? Demanda-t-il doucement. Que je te sauve avec mon argent plutôt que de te voir réussir par toi-même? Tu as toujours été farouchement indépendante, Maya. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez toi. Aimer. Ce mot flotta entre nous. Malgré ma colère, je ne pouvais nier ce que je ressentais pour lui. Quoi d'autre m'as-tu caché? Demandai-je enfin. Rien d'important, dit-il en s'asseyant en face de moi. Pas mon passé, pas mes sentiments pour toi, pas qui je suis au fond. Seulement des détails extérieurs. Mon nom de famille, mon métier, ma fortune. Ce ne sont pas de petits détails, James. Je sais. Il se pencha, son regard suppliant. Mais comprends une chose. Avec toi, j'ai été plus moi-même qu'avec n'importe qui d'autre. Pas de façade, pas de mise en scène. Juste moi. Je pris une profonde inspiration, tentant de concilier le James que j'aimais avec cette nouvelle réalité. Je ne sais plus quoi penser, avouai-je. J'ai l'impression d'avoir aimé un fantôme. Tu as aimé moi, répondit-il simplement. Mon nom complique juste les choses. Une vie compliquée que tu ne m'as jamais fait confiance pour affronter avec toi. J'avais tort, admit-il. J'aurais dû te le dire plus tôt. Mais j'avais peur de te perdre, et plus j'attendais, plus cela me semblait impossible à aborder naturellement. Au fait, je suis milliardaire, n'est pas exactement une conversation anodine. Malgré tout, un petit rire m'échappa. C'était tellement typique de James, honnête et plein d'autodérision.
Je suis tombé amoureux de toi, Maya, continua-t-il, sa voix empreinte d'émotion. Pas de l'écrivaine en devenir ou de la fille du café, mais de toi, ton esprit, ton cœur, ta détermination sans faille. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui voit le monde comme toi. Je ne voulais pas que ma fortune vienne ternir cette connexion. Je restais silencieuse, absorbant ses paroles. La douleur était encore présente, mais sous-jacente à celle-ci se trouvait une vérité indéniable. L'homme assis devant moi était toujours James, mon meilleur ami, mon confident, mon partenaire. La question était maintenant de savoir si je pouvais accepter cette nouvelle facette de lui et si je pouvais pardonner la tromperie qui nous avait menés ici. J'ai besoin de temps, dis-je enfin en me levant du canapé. C'est beaucoup à assimiler. Il hocha la tête, respectant mon besoin d'espace. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. Sache juste que rien n'a changé dans ce que je ressens pour toi. Au contraire, je peux enfin être totalement honnête avec toi. Lorsque je quittais son penthouse cette nuit-là, j'eus l'impression de laisser derrière moi à la fois l'homme que je croyais connaître et l'avenir que j'avais commencé à imaginer avec lui. Ce que je ne savais pas, c'est que cette fin marquait en réalité le début de quelque chose de totalement nouveau. Pendant 2 semaines après le gala, je parlais à peine à James. J'avais besoin de recul pour comprendre mes sentiments sans son influence. Je me retrouvais souvent à fixer mon téléphone, relisant nos anciens messages, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Comment avais-je pu ne pas réaliser qui il était? Mais en même temps, pourquoi l'aurais-je deviné? James Reynolds, le PDG milliardaire de la tech, était une figure publique à laquelle je n'avais jamais prêté attention, tandis que James, mon ami, était celui que je connaissais intimement. Il respecta ma demande de distance, m'envoyant un seul message. Je suis là quand tu seras prête à parler, sans pression. Une part de moi appréciait sa retenue, tandis qu'une autre était frustrée qu'il sache encore dire exactement ce qu'il fallait. Un après-midi, alors que je travaillais dans le café où nous nous étions rencontrés, Leila passa me voir. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-elle en s'asseyant en face de moi. « Non, avouai-je. Je suis encore en train de tout assimiler. »« Tu sais, dit-elle prudemment, on porte tous des masques d'une certaine manière. Le sien n'était juste plus élaboré que les autres. » Je relevai les yeux de mon ordinateur. « Tu prends sa défense ?» Je dis que quand quelqu'un se montre sous son vrai jour pendant 3 ans, c'est probablement la personne qu'il est réellement. Peu importe le montant sur son compte bancaire. Ces mots me hantèrent, cette nuit-là, alors que je relisais le carnet que James m'avait offert, rempli de notes sur nos conversations et des idées qu'il avait inspirées. Le James de ces pages, réfléchi, passionné, sincère, correspondait à celui que j'avais appris à connaître depuis 3 ans. Finalement, je lui envoyai un message. « Un café demain ?» Notre endroit habituel. Il était déjà là quand j'arrivais. 2 cafés sur la table. Ma commande exacte, comme toujours. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, et son apparence habituellement impeccable était légèrement froissée. « Merci d'être venu, » dit-il simplement. « J'ai beaucoup réfléchi, » commençai-je en entourant ma tasse de mes mains. À la confiance, à l'honnêteté, et à ce que cela signifie de vraiment connaître quelqu'un. Il hocha la tête, attendant que je continue. « Tu m'as blessé, » dis-je sans détour. « Pas parce que tu es riche, mais parce que tu ne m'as pas fait assez confiance pour partager cette partie de ta vie avec moi. »« Je sais, et je suis désolé, » répondit-il. « Ce n'était jamais une question de manque de confiance envers toi. C'était ma propre peur, la peur que tout change dès que l'argent entrerait en jeu. Mais c'est justement ça, James. Tout a changé dès l'instant où je l'ai découvert. Pas à cause de ta fortune, mais à cause du mensonge. Tu as pris cette décision pour moi, sans me laisser l'opportunité de prouver que je pouvais gérer la vérité. » Il resta silencieux un moment. « Tu as raison. Je me suis protégé à tes dépens, et ce n'était pas juste. » Non, ça ne l'était pas.
acquiesçai-je. Mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait. Ce monde dans lequel tu vis, j'en ai eu un aperçu au gala. C'est écrasant. Les gens te traitent différemment. C'est pour ça que ce que nous avions était si précieux pour moi, dit-il doucement. Tu étais la seule personne qui me voyait pour ce que je suis, et non pour ce que je pouvais offrir. Je te vois toujours, James. L'argent ne change pas qui tu es à mes yeux. Mais à l'avenir, j'ai besoin d'une honnêteté totale. Plus d'omission, plus de demi-vérité. Ses yeux s'illuminèrent d'un espoir prudent. Ça veut dire qu'il y a un avenir pour nous? Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Mais je suis prête à essayer, si toi aussi. Cette fois, avec toutes les cartes sur la table. Les semaines suivantes furent une période d'adaptation. James m'intégra progressivement dans sa vie complète, me présentant à son équipe de direction, me montrant son vrai bureau, m'expliquant la fondation qu'il avait créée. Je rencontrais ses amis les plus proches, qui semblaient soulagés qu'il ait enfin révélé la vérité sur notre relation. De mon côté, je devais apprendre à gérer mes propres sentiments face à sa richesse. La première fois qu'il suggéra d'aller dîner à Paris sur un coup de tête, je m'insurgeais. « Ce n'est pas normal, James, » lui dis-je. « La plupart des gens ne peuvent pas décider de dîner dans un autre pays comme ça. »« Tu as raison, » reconnut-il. « C'est dans ces moments-là que j'ai besoin de ton point de vue. Aide-moi à trouver notre équilibre. » C'était devenu notre mantra. Trouver notre équilibre. Nous avons posé des limites. Je tenais à payer mon propre loyer et à poursuivre ma carrière d'écrivaine par mes propres moyens, tout en acceptant que fréquenter quelqu'un comme lui impliquait certains changements inévitables. 6 mois après le gala, James m'emmena à nouveau dans notre café habituel. Assis à notre table, il prit ma main dans la sienne. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit sur l'honnêteté, » commença-t-il. « Sur le fait que les relations doivent être construites sur la vérité pour survivre. » J'acquiesçais, me demandant où il voulait en venir. La vérité, Maya, c'est que je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour. Pas parce que tu es belle ou talentueuse, même si tu es les deux, mais parce que tu étais authentique d'une façon que j'avais oublié qu'elle pouvait exister. Tu n'étais ni impressionné par le statut, ni intimidé par le pouvoir. Tu voulais simplement une connexion sincère. Il sortit une petite boîte de sa poche, mais ne l'ouvrit pas. « Je ne veux pas que tu me donnes une réponse tout de suite, » dit-il. « Mais je veux que tu saches que, lorsque tu seras prête, que ce soit demain ou dans un an, j'espère que tu envisageras de construire une vie avec moi. Pas avec James Reynolds, le PDG, mais avec James tout court. L'homme qui t'aime plus qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Aujourd'hui, nous cherchons encore notre équilibre. J'ai publié mon premier roman, par mes propres moyens, même si les contacts de James ont sans doute aidé à ce qu'il soit lu par les bonnes personnes. Nous partageons notre temps entre son penthouse et un modeste cottage que nous avons acheté ensemble à la campagne, où il peut être simplement James et où je peux écrire en paix. Le chemin n'a pas été facile. Fusionner nos deux mondes a demandé des compromis et de la patience de part et d'autre. Il y a encore des moments où je me sens dépassé par l'ampleur de son influence et de sa richesse, tout comme il y a des moments où il peine à comprendre mon besoin d'indépendance. Mais j'ai appris que la véritable connexion dépasse les circonstances. Le James du café et le PDG milliardaire sont la même personne. Celui qui écoute attentivement, qui remet en question ma façon de penser, qui soutient mes rêves sans chercher à les contrôler. Les titres et les comptes en banque ne sont que des détails extérieurs qui influencent notre expérience, mais qui ne définissent pas notre essence. Au final, ce qui compte, ce n'est pas que je sois tombée amoureuse d'un milliardaire. Ce qui compte, c'est que je sois tombée amoureuse d'une personne qui, par hasard, en était un. Et c'est peut-être la plus grande leçon de notre histoire improbable. Derrière chaque titre, chaque statut, chaque façade, il y a simplement des êtres humains qui espèrent être vus, compris et aimés pour ce qu'ils sont vraiment. Si mon histoire vous a plu, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui croit en la force des connexions authentiques.
Laissez un commentaire sur votre propre histoire d'amour inattendu. Rappelez-vous, parfois, les amours les plus extraordinaires naissent des débuts les plus ordinaires.